Oli hier soir, c'était la folie. Oui les amis, vous avez bien entendu. En me rendant hier soir sur le site de votre boisson préférée, Oli, je n'ai pas pu résister à faire des folies. En même temps, comment résister à ces 4 catégories de produits? Électrolytes, énergisantes, thé glacé et même milkshake désormais. Vous l'aurez compris, Oli est mon sponsor sur cette vidéo, et vous commencez à les connaître. C'est la marque de boisson tendance du moment. C'est sans sucre, sans taurine, écologique, et surtout c'est super simple à faire. Vous versez la poudre Oli dans un shaker rempli d'eau, vous secouez et le tour est joué. Chez Oli, il y en a pour tous les goûts. Tu trouveras chez eux le classique saveur Ice Tea Pêche, l'intrigante boisson énergisante mangue maracuya ananas ou le succulent électrolyte cerise griotte pour les sportifs. En ce moment chez Oli, ils ont des super offres. D'abord la catégorie Mix and Match, qui vous permet de commander plusieurs types de produits à un prix réduit. J'ajouterai aussi que leur offre du Nouvel An, le Starter Set Deluxe, est toujours disponible. C'est un coffret qui vous permet de tester toutes les catégories de boissons, avec en plus de ça un super thermoshaker gratuit, qui gardera vos boissons aussi fraîches que la Vicarb cette saison. Dernière chose, Oli vous permet de faire un choix écologique et économique à la fois. Si vous achetez un gros pot comme celui-ci, ça vous fait à peu près 80 centimes la portion. Et bien sûr, c'est mieux que d'acheter des bouteilles d'Asti en supermarché. Pour vous régaler aujourd'hui, Oli et moi on vous offre 2 codes promo. Un premier, PADOC 5, pour profiter de 5 € de réduction sur votre première commande et livraison offerte. Et un deuxième, le code PADOC, qui vous offre 10% de réduction sur toutes vos commandes suivantes, pour toujours, littéralement. En toute transparence, je touche une commission sur chaque commande passée et ça m'aide beaucoup. Merci à vous et merci à Oli, et on est parti pour la vidéo. Qu'avez-vous fait les dernières 1935 heures? Vous avez célébré la nouvelle année. Vous avez vu Lewis Hamilton débarquer avec tout son style à Maranello. Mais surtout, vous avez été impatient. Car 1935, c'est exactement le nombre d'heures qui se sont écoulées entre le Grand Prix d'Abu Dhabi 2024 et le début des essais hivernaux de Formule 1. Un moment qu'on attend tous depuis longtemps, car les enjeux en ce début de saison sont multiples, et aussi excitants les uns que les autres. Cette semaine marque le retour officiel de la Formule 1, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme chaque année, le début des hostilités s'est créé lors des traditionnels tests d'avant-saison, qui se tiennent à Bahreïn de mercredi à vendredi. Ce sera l'occasion de voir pléthore de pilotes sous leurs nouvelles couleurs, d'observer quelques tendances de performance, et de tenter de déceler les plus infimes détails de développement. J'ai donc identifié quelques questions aujourd'hui, qui me semblent être des points intéressants à suivre lors de ces essais hivernaux. Liste non exhaustive bien sûr. D'ailleurs, si vous souhaitez ajouter quelque chose en commentaire, vous êtes les bienvenus. Premièrement, en quoi consistent ces essais de pré-saison? C'est un événement sur 3 jours, où les écuries disposent de 9 heures par jour pour donner du roulage à leur nouvelle monoplace et à leurs pilotes. Dans ce laps de temps finalement assez court, les écuries vont pouvoir analyser si leurs données en usine correspondent à ce qui se passe en piste. C'est une étape très importante avant que la compétition ne commence réellement. C'est donc avant tout un événement qui permet de vérifier si le travail a été bien fait ou non. Cela fait des semaines et des mois que les employés de chaque écurie sont au charbon, et ils n'ont qu'une crainte désormais, que tout ce temps passé à travailler ne soit pas récompensé. Les équipes vont donc récolter de nombreuses données en piste, et en fonction des résultats, réaliser les ajustements nécessaires pour commencer la saison du bon pied. Les monoplaces sont équipées de tout un tas de capteurs et autres sondes pitot, qui vont mesurer les champs d'amélioration de la voiture. Nous aurons à l'issue de ces essais des indications sur le niveau de performance des uns et des autres. Mais c'est généralement difficile de définir un classement clair et net, parce que c'est possible que certaines équipes cachent leur jeu, roulent avec plus ou moins d'essence, etc. L'aspect technique est donc au centre du jeu lors de ces 3 jours. Mais c'est également l'occasion pour les pilotes de rouler dans des conditions réelles, sur un vrai circuit de Formule 1, et d'accumuler de l'expérience dans cette nouvelle voiture. Les séances sont divisées en 2, matin et après-midi, et les écuries choisissent le mode de fonctionnement qui leur vont le mieux. Certains pilotes rouleront une journée entière, comme Verstappen le jeudi, et d'autres se partageront la voiture tous les jours, comme Pierre Gasly et Jack Doohan. Vous savez tout à présent sur les bases de cet événement. Maintenant, la première question que je me pose, c'est justement liée aux pilotes. Comment vont performer les petits nouveaux? Rappelons que nous avons sur la grille 5 rookies cette année. Kimi Antonelli pour Mercedes, Gabriel Bortoleto chez Sauber, Oliver Mann chez Haas, Jack Doohan chez Alpine, et bien entendu, notre Isaac Hadjar national chez Vicarb. Il y a également Liam Lawson qui dispute sa première saison en tant que titulaire, chez Red Bull. Il sera à suivre de près. Pour les rookies, la pression est déjà là. La moindre erreur pendant ces tests peut avoir un impact colossal sur leur confiance. Et ce mal peut malheureusement s'étendre sur une saison entière parfois. Même si c'est l'aspect technique qui prime, nul doute que les temps autour de chacun seront déjà scrutés de très près. Je pense par exemple qu'Isaac Hadjar va devoir montrer ses qualités d'entrée de jeu. On connaît le système Red Bull, qui peut être impitoyable. Et c'est l'un des rookies avec le moins d'expérience en piste. Il avouait, en interview chez les pistonnés, que Kimi Antonelli a roulé sans doute 20 fois plus de kilomètres que lui. Et il y a malheureusement pour lui peu de temps d'apprendre. Kimi Antonelli aura pourtant la pression, car ne remplace pas Lewis Hamilton qui veut. L'an dernier, lors de sa séance d'essai libre à Monza, Antonelli a commis une erreur fâcheuse,
et l'image véhiculée n'était pas bonne. Une nouvelle erreur comme celle-ci serait un problème bien sûr, même si ce qui compte à la fin, ce sera d'être performant lors du premier Grand Prix, en Australie. Bien sûr, on suivra attentivement les autres rookies, qui devront tous prouver qu'ils sont fin prêts pour entamer le chapitre Formule 1. Pour quelqu'un comme Jack Doohan, dont le futur est déjà menacé, chaque minute dans cette voiture compte. Deuxième question que je me pose, est-ce qu'une écurie tentera un concept de monoplace nouveau? Alors les changements techniques entre 2024 et 2025 sont minimes, et la tendance est plutôt conservatrice. Logiquement, à cette étape des réglementations, on devrait renforcer le concept déjà existant. Mais pour une écurie qui a terminé en bas du classement, la donne est peut-être différente. Sauber par exemple n'a inscrit que 4 points l'an dernier. Qu'ont-ils vraiment à perdre à tenter un concept de monoplace totalement nouveau? Même chose pour Williams, qui n'était pas une foudre de guerre l'an dernier. Pourquoi pas utiliser cette année comme une sorte de laboratoire pour 2026, en essayant des concepts pour l'an prochain, dans la mesure du possible bien entendu. Et quid des écuries de haut de tableau? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de tenter un coup de poker en début de saison, alors que le championnat s'annonce très serré? Peut-être qu'une nouvelle conception de voiture pourrait permettre de passer un cap, et de s'imposer comme la meilleure écurie. Ça peut passer par quelque chose en apparence simple. Par exemple, Ferrari va utiliser une suspension attirant à l'avant. Et mine de rien, ça modifie assez drastiquement leur mode de développement. Est-ce que le pari paiera? Ça on verra en Australie. Troisième question, est-ce qu'une écurie va complètement passer à côté cette année? Je vous le disais il y a quelques minutes, le championnat devrait être serré. On pense évidemment au haut de tableau, où la lutte pour le titre est extrêmement intrigante. Mais en théorie, et on va en parler plus tard, ça signifie aussi que les équipes de milieu de bas de tableau ont un coup à jouer. On l'a déjà régulièrement constaté l'an dernier, en qualification. L'écart entre les équipes se réduit de Grand Prix en Grand Prix. Mais se pourrait-il qu'une équipe se rate totalement? Souvenez-vous de ce qu'il s'est passé avec Alpine l'an dernier. On savait dès la fin des essais hivernaux que leur saison allait être catastrophique. En sera-t-il de même pour une écurie cette année? Par exemple, Aston Martin a connu une deuxième partie de saison 2024 très compliquée. Je vous rappelle quand même que la dernière fois que Lance Stroll a marqué des points, c'était le 21 juillet 2024, en Hongrie. Ils ont déjà les yeux rivés sur 2026, mais on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec eux. Cette observation m'amène à ma quatrième question. À l'issue de ces essais d'avant-saison, serons-nous capables d'établir une hiérarchie? Je vous le disais en introduction, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Et tant que nous n'aurons pas vu ces voitures en action en Australie, il nous sera impossible de dire avec exactitude quelle est la meilleure écurie. Tout de même, il y a plusieurs facteurs qui vont nous permettre de dégager des tendances. Les commentaires des pilotes en piste, l'attitude des ingénieurs et des mécaniciens, les déclarations des dirigeants de l'écurie. On devrait voir où en sont les uns et les autres malgré tout. Et j'ai déjà des attentes bien définies pour chacun d'entre eux. Par exemple, je n'espère rien de bon de Williams. James Vowles n'a cessé de répéter qu'ils ne seront nulle part cette année, et qu'ils visent un rebond en 2026 avant tout. Mais dit-il la vérité? Vont-ils vraiment sacrifier cette saison 2025 pour tout tenter l'an prochain? Parce qu'il y aura des opportunités monstres si le championnat est aussi serré qu'annoncé. Lando Norris par exemple pense qu'une victoire d'un outsider cette année est tout à fait possible. Du coup, on passe à la cinquième question, qui est finalement liée à la précédente. Une écurie peut-elle créer la surprise pendant ses essais hivernaux? Vous vous souvenez sans doute de la Racing Point en 2020, baptisée Mercedes Rose par les observateurs. Est-ce qu'une écurie de milieu de tableau peut sortir de l'ombre et venir toquer à la porte du haut de tableau? Ça va peut-être vous faire sourire, mais Alpine et Pierre Gasly ont connu une fin de saison très solide en 2024. De là à les voir dans le haut de tableau, on en est quand même très loin. Mais si Gasly maintient ce niveau de forme et que la voiture suit, ils peuvent être capables de faire du bon travail. On pourrait également citer Haas, qui ne cesse de surprendre depuis quelque temps, et qui compte désormais sur le soutien de Toyota. Et un peu plus haut sur la grille, si Mercedes réussissait enfin une saison solide. Imaginez qu'ils comprennent les nouvelles réglementations, et qu'ils nous sortent une voiture très compétitive. Encore une fois, on est sur de la fiction. Mais j'aimerais vraiment avoir une surprise cette année. On arrive à la sixième et avant-dernière question les amis. Comment les vétérans vont-ils s'adapter à leur nouvel environnement? Bien sûr, nous avons tous hâte de voir Lewis Hamilton interagir dans ce garage, sous ses nouvelles couleurs, dans des conditions réelles. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il va se tromper et faire un arrêt au stand chez Mercedes? Est-ce qu'il sera à l'aise d'entrée de jeu dans cette voiture, ou alors commettre une erreur, qui pourrait avoir un impact sur sa performance dans 2 semaines? Hamilton sera au centre de l'attention, bien évidemment. Mais je suis également curieux de voir les premiers pas de Carlos Sainz avec Williams. Il a fréquenté la moitié des écuries de la grille. Mais passer de Ferrari à cette équipe doit certainement lui faire un choc. Son intégration va-t-elle bien se passer? Aura-t-il la motivation nécessaire pour avancer, dans une saison qui s'annonce déjà très compliquée? Nico Hülkenberg, lui de son côté, pense que Sauber est dans une saison de transition. Mais peut-il continuer à faire des miracles, comme il l'a souvent fait chez Haas? Et bien sûr, je suis impatient de voir Esteban Ocon en piste avec Haas. Depuis qu'il a rejoint l'équipe, on a l'impression que tout se passe pour le mieux. Il a l'air super épanoui, heureux. Son équipe l'a placé dans de bonnes dispositions. Et sa monoplace est sur une vraie pente ascendante depuis quelque temps. C'est presque trop beau pour être vrai.
Et je me demande quand est-ce qu'il rencontrera ses premières difficultés. Peut-être qu'il sera confronté à une monoplace en dessous de ses attentes pendant ses essais. On ne lui souhaite pas ça, évidemment. Mais j'ai surtout hâte de voir si ce projet si intéressant sur le papier donne de bons résultats en piste. C'est désormais l'heure de la 7e et dernière question. Comment les écuries vont-elles gérer la transition Bahreïn-Australie? Ça peut paraître banal, mais c'est la première fois depuis 2019 que Melbourne est la première étape du championnat, si l'on exclut le couac de 2020. Si les tests ont lieu à Bahreïn et que le premier Grand Prix a lieu au même endroit, eh bien c'est plus avantageux en termes de données. On peut préparer la première course de la saison en parallèle, et ça peut offrir un avantage. Cette fois-ci, ils débarqueront avec ces nouvelles voitures à Melbourne sans l'expérience de piste. Même si le fait que les réglementations soient similaires à l'an dernier va pas mal aider. Tout de même, c'est un aspect technique intéressant à gérer. Surtout que pas mal de pilotes rouleront pour la première fois sur ce circuit avec une Formule 1, ce qui peut donc amener davantage d'erreurs. On verra bien comment tout ça se déroule, mais une chose est sûre. Ces essais nous offriront des enseignements très intéressants. Et on aura bien sûr l'occasion d'en discuter ensemble dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous attends nombreux en commentaire pour me donner votre avis sur ces essais hivernaux. Est-ce que vous allez regarder ça? Qu'est-ce que vous attendez? Moi je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner, c'est super important pour me soutenir et pour la visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!